j'étais arrivée un matin avec... je faisais du vélo à l'époque, je circulais en vélo et donc j'arrive, j'étais en retard, donc j'avais transpiré. Et la monitrice sage-femme, on appelait ça une monitrice, c'est une enseignante sage-femme qui était dans le service, me dit, au bout d'un moment, elle me dit Hélène, depuis quand vous avez changé votre blouse? Alors déjà, je ne comprenais pas pourquoi elle me demandait ça. Bon, je l'avais changé la veille, parce qu'on avait des blouses en coton blanc avec notre nom, étudiante sage-femme. Et donc je dis, j'ai changé ce matin. Elle me dit, ah bon, parce qu'on pourrait croire que vous ne vous lavez pas. Vous sentez très fort la transpiration. Et moi, c'était la honte quand même. Et je me suis dit, mais... ah oui, elle m'a dit, vous devriez utiliser du déodorant. Donc, c'est vrai que moi, je n'utilisais pas du déodorant. Mais après, je faisais super attention. Et je me suis dit quand même, dans ce boulot où on est avec des femmes qui hurlent, qui crient, qui vomissent, qui transpirent, qui font pipi, caca, c'est un peu bizarre de ne pas supporter l'odeur de la transpiration. Bon, alors bien sûr, les sages-femmes, elles doivent être très très propres sur elles doivent montrer le bon exemple, mais bon, pour moi, transpirer, c'est aussi la vie. Je vois le phénomène s'est accentué depuis une vingtaine d'années, et les femmes aujourd'hui viennent pratiquement toutes épilées, alors le sexe complètement épilé, ou alors avec encore un tout petit peu de poils en ticket de métro sur le sexe. Et souvent même, quand elles ne sont pas épilées, elles s'excusent de ne pas être épilées. Et je trouve que les poils, ça fait partie de notre maturité, de l'âge adulte. Et c'est quoi pour les femmes d'avoir un sexe de petite fille sans poils? C'est quoi pour les hommes? Parce qu'apparemment, il y a des hommes qui font pression sur les femmes pour qu'elles aient un sexe épilé. Ça devient sale d'avoir des poils. Et pourtant, les poils, ça fait partie de notre condition de mammifère. Alors, ça m'interpelle. En parlant à une jeune femme, bon, il y a une dizaine d'années, parce que depuis je m'y suis faite, mais quand ce phénomène a apparu, alors ici en Ardèche, où je pense qu'il y a toujours un décalage, je pense que dans les villes, dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, ce phénomène est encore sûrement plus vieux. Cette jeune femme m'a dit, ça doit être les films porno. Donc, les films porno, les femmes sont épilées et du coup ça devient un modèle, alors un modèle non seulement de sexualité, mais un modèle de corporalité, c'est-à-dire que le corps des femmes doit être sans poils, ce qui est complètement contraire à la vie et certainement à la santé, parce que si les poils sont là, ils ont un rôle protecteur aussi. Et bon, moi quand j'ai fait mes études, entre 88 et 92, les femmes, elles étaient rasées, elles étaient rasées au moment de l'accouchement, alors que dans nos cours théoriques, on nous disait que les poils pouvaient être une porte d'entrée pour les germes. Donc il y a souvent un paradoxe entre la théorie et la pratique. Mais et j'ai vu encore, il n'y a pas si longtemps, une femme copieusement aspergée de bétadine au niveau de son sexe, juste avant l'arrivée du bébé. La bétadine, c'est un antiseptique puissant à base d'iode. Et du coup, nettoyer le sexe d'une femme avant qu'elle accouche, c'est vraiment dire ce sexe est sale, on veut quelque chose de propre pour l'arrivée du bébé. Alors que
scientifiquement, ça ne tient pas la route, puisqu'aujourd'hui on sait que le bébé, il a besoin, quand il arrive, d'avoir tous ses germes pour se coloniser, pour coloniser tout son corps, son système digestif, son tractus génital pour les filles. Et du coup, je dirais que c'est même une faute professionnelle et que c'est une faute d'asepsie de faire ce genre de choses. Eh bien, c'est encore pratiqué. Et il y a beaucoup de choses comme ça en obstétrique qui sont pratiquées. Alors maintenant, je ne sais pas, mais moi, quand j'ai fait mes études, il y avait plein de choses qui n'étaient pas validées scientifiquement, mais qui étaient faites en systématique, comme rompre la poche des os très facilement, comme raser les femmes, comme leur faire un lavement. Aussi, on faisait des lavements en début de travail pour vider l'intestin, pour faire de la place. La position, alors la position, mais cette position gynécologique sur le dos, elle est arrivée dans le monde de l'obstétrique avec l'arrivée des médecins dans les lieux où les femmes accouchaient. Avant, d'ailleurs, le terme accoucher n'existait pas. On parlait de... Alors, il faudrait que je révise un peu mes classiques, mais de se mettre en gésine, je crois. Donc, ça avait un autre sens. Et du coup, il n'y avait pas ce mot de coucher qui dit clairement qu'une femme, quand elle enfante, eh ben, elle doit s'allonger. Et ce mot-là, c'est pas anodin, puisque ça fait seulement 300 ans qu'il est utilisé. Ça veut dire qu'avant, les femmes, elles accouchaient autrement. Il y avait des sièges d'accouchement, des tabourets d'accouchement. Bon, en fait, on ne sait pas vraiment, en Europe du moins, comment les femmes accouchaient avant que les médecins arrivent, puisque ça a été complètement intégré dans nos pratiques, que la position gynécologique dans les maternités, c'est encore à au moins 90% la position qui est utilisée, même si on sait que dans cette position, la femme, elle est sur le dos, le poids de l'utérus comprime les artères et les veines, le retour veineux, et que du coup, ça implique une mauvaise circulation pour la femme, et donc une mauvaise circulation aussi, une mauvaise oxygénation placentaire, et que du coup, rien que cette position, elle est à l'origine de souffrances fétales, mais ça fait rien, on continue d'accoucher sur le dos, de mettre les femmes sur le dos, alors que... Et puis bon, maintenant il y a la péridurale, et c'est vrai que sous péridurale, cette position, elle est souvent nécessaire pour que le produit il puisse bien irriguer. Et hop, on en remet une couche, une petite couche de souffrance fétale et de mauvaise oxygénation des bébés. Voilà, la péridurale a quand même comme objectif une moindre souffrance des femmes. Alors est-ce qu'elle doit être, comme elle est actuellement, vraiment proposée systématiquement ou imposée, ou c'est le seul modèle et s'il n'y a pas de péridurale, il n'y a rien? C'est un petit peu ça le problème. Des péridurales ambulatoires où la péridurale est dosée et faite de façon à ce que les femmes elles puissent marcher, mais curieusement, c'est quelque chose qui n'a pas été développé. Je pense que c'est une technique, certains anesthésistes l'ont, cette technique, mais en tout cas, je sais que dans les hôpitaux de proximité que je connais, c'est pas possible. Les anesthésistes ne sont pas formés à ça. Mais qu'effectivement, déjà, si les péridurales pouvaient pouvaient être efficaces dans d'autres positions, ça permettrait au moins qu'il n'y ait pas cette mauvaise oxygénation des tissus due à la position. Et c'est quand même paradoxal, je le redis, que cette position dont on sait qu'elle est nocive, c'est la seule, la grande position de l'accouchement et la grande position de l'enfantement.
chez nous. Quand on voit des accouchements dans un film, c'est toujours poussé avec des hurlements, puis on voit le bébé, puis la femme elle est toujours couchée avec des perfusions, et quasiment tous les films qu'on voit, dans des films qui ne sont pas des films de naissance, c'est comme ça. On est conditionné pour, dans notre pays en tout cas, pour accoucher comme ça, et les femmes, bon, bien qu'il y ait un nouveau discours et des gens qui réfléchissent autrement à accoucher de façon plus physiologique, quand même, il y a ce truc, et je me rappelle d'une sage-femme qui m'avait dit « Oh, mais moi, je ne me serais pas vue accoucher autrement. » Parce qu'elle avait vu ça tout le temps, et puis du coup, elle ne pouvait pas s'imaginer faire autrement.